Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Notre intitulé, Lutter contre la pauvreté après le Covid, première piste de réflexion et d'action concrète à partir du terrain. Donc, en guise d'introduction, je vous propose de reprendre quelques éléments. Donc, tout d'abord, un petit mot sur notre hypothèse de départ. L'appel à la participation s'est progressivement imposé comme un mot d'ordre et un principe d'action. Maintenant, dans la réalité, les politiques de lutte contre la pauvreté restent plutôt conçues et décidées au sommet. L'objectif de ce webinaire, à l'inverse des tendances actuelles, est de partir de l'expérience de terrain et de croiser le regard des chercheurs avec celui des acteurs engagés localement. Donc, ce webinaire se situe dans la continuité, d'une part, d'un colloque international qui a été organisé l'été dernier à Sciences Po, et d'autre part, d'un dossier qui vient d'être publié dans la revue Projet, Lutter contre la pauvreté, les leçons du terrain. Donc, nous avons restitué un certain nombre d'expériences, un certain nombre aussi de dispositifs innovants, et ensuite, en guise de conclusion, ouverture, Olivier Legros a rédigé 4 propositions concrètes pour lutter contre la pauvreté. Je vous propose donc le temps qui va venir de structurer le débat et de lancer la discussion autour de ces 4 propositions concrètes. Donc, je les propose rapidement en 3 minutes. Donc, la première proposition concrète pour lutter contre la pauvreté, c'est de soutenir les initiatives économiques des personnes en précarité. Si les personnes en situation précaire sont les premiers acteurs de la lutte contre la pauvreté, concrètement, comment fait-on pour les identifier ? Comment fait-on pour mieux cerner leurs besoins, leurs compétences ? Le premier axe. La deuxième proposition, il s'agit de renforcer l'intermédiation sociale. Si les personnes en précarité sont bien les premiers acteurs de la lutte contre la pauvreté, dans la majorité des cas, la sortie de la pauvreté implique une multitude d'agents. C'est aussi bien les travailleurs sociaux, autorités locales, professionnels de l'insertion, représentants associatifs. Et on sait très bien qu'un fossé sépare le monde de la précarité et celui des institutions, de ces institutions. Donc concrètement, à nouveau, comment fait-on pour aller vers ? Cela suppose des moyens et une méthode. La troisième proposition, intégrer la notion d'urgence aux politiques sociales existantes. On connaît les priorités, les limites des dispositifs ordinaires de lutte contre la pauvreté. Et dans ce contexte post-Covid, dans un contexte aussi incertain face à l'augmentation de la pauvreté en France et à l'étranger, comment peut-on en tirer des leçons ? Et enfin, la quatrième proposition, développer les compétences politiques des personnes en précarité et lutter contre les inégalités. La lutte contre la pauvreté, on le sait, c'est un combat au sens littéral. Et bien là, à nouveau, concrètement, comment fait-on pour constituer des collectifs d'action en mesure d'exercer de véritables contre-pouvoirs et capables d'aborder le corollaire de la pauvreté, c'est-à-dire la richesse. Donc, nous aborderons aussi la question des inégalités. Donc, voilà un peu notre cadre. On a 4 propositions et une méthode. Donc, la méthode, je vous rassure, on ne va pas faire une conférence de 20 minutes. Le parti pris, c'est qu'on va revenir sur ces 4 propositions et on va donner la parole à un duo, à un chercheur et un acteur de terrain. L'idée est de partir de leur pratique pour en tirer des leçons, quelques points saillants. Moi, à mon niveau, j'essaierai de gérer le temps au mieux. On donne 8-10 minutes par duo. Et ensuite, l'idée, c'est d'avoir vraiment au moins une bonne demi-heure pour les questions-réponses, pour qu'on puisse partir justement de votre sentiment, de votre expérience. Donc, au bout de 8 minutes, je ferai un petit signe. Le bleu, ça veut dire attention, il reste 2 minutes. Et rouge, merci d'essayer de libérer la parole. Donc, rentrons directement, si vous voulez bien, dans le vif du sujet. Donc, la présentation de notre première proposition pour lutter contre la pauvreté. Martin va le mettre le panneau. Comment soutenir les initiatives économiques des personnes en précarité ? On va donner la parole à Agnès Touvenot et Pascal Garret. Bonjour. Bonjour. Bonjour, donc moi je m'appelle Agnès Touvenot, je suis élue à Villeurbanne, réélue depuis avant-hier soir. Et entre 2014 et 2020, j'étais adjointe au maire, notamment en charge de l'emploi et l'insertion et de l'économie sociale et solidaire.
et présidente du comité local d'expérimentation de territoire zéro chômeur de longue durée. Voilà. Pascal, vous présentez? Pascal, il faudrait ouvrir le micro. Donc, Pascal est sociologue et photographe. Première petite erreur technique, désolé. Je suis sociologue et photographe et je travaille principalement sur des récupérateurs de déchets, donc des gens qui travaillent dans l'informel, dans différents pays dans le monde, Maroc, Turquie, Égypte, mais aussi depuis 3-4 ans en France. Donc, pour essayer de répondre à cette question, comment soutenir les initiatives économiques des personnes en situation de précarité, moi, je vais partir de mon expérience. Donc, en effet, on a mis en place à Villeurbanne l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. On a démarré, on fait partie des 10 premiers territoires et donc on a ouvert l'entreprise en mars 2017. C'est donc une entreprise spéciale, hein, c'est une entreprise à but d'emploi, une EBE, qui a comme mission de produire qui a deux types de production. La première, c'est elle produit des emplois pour les personnes privées d'emploi de longue durée. Et son deuxième produit, ce sont des réponses à des besoins du territoire qui sont non couverts, en travaillant sur des activités qui répondent à la fois aux besoins sociaux et qui sont non concurrentielles, à la fois des actions conduites par les pouvoirs publics, mais aussi de l'économie conventionnelle, TPE, PME et économie sociale et solidaire. Et donc, c'est dans les interstices de cette économie-là que l'entreprise développe des services qui correspondent aussi aux compétences des personnes en situation de précarité, jusque-là personnes privées d'emploi, et qui sont aujourd'hui des personnes salariées en CDI à temps choisi. Donc ça, c'est le cadre très général de l'expérimentation. Et donc, cette expérimentation, pour moi, on arrive à identifier 3 fils sur lesquels on arrive vraiment à soutenir les personnes qui sont en situation de précarité dans des initiatives économiques. Alors, bien sûr, c'est une expérimentation, donc il y a plein d'angles morts, il y a plein d'impensés, il faut encore beaucoup de choses à améliorer. Mais en revanche, ce qu'on voit déjà, premièrement, c'est que les personnes qui étaient jusque-là en situation de précarité, les chômeurs de longue durée, les personnes privées durablement d'emploi, en fait, elles sont très invisibles de nos politiques publiques. Bien sûr, on a les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, et puis on a toutes les personnes qui sont inscrites nulle part, toutes les personnes qui font pas partie des fichiers pour X raisons, soit parce qu'elles ont abandonné la recherche d'emploi, soit parce que finalement elles se disent elles sont aussi victimes de discrimination et donc elles n'arrivent jamais à l'emploi alors qu'elles ont des compétences. Donc ça, c'est la première leçon qu'on peut tirer de l'expérimentation, au-delà de toutes les personnes qui sont habituellement dans les radars des politiques sociales, que ce soit à la fois le RSA et à la fois Pôle emploi, il y a beaucoup d'invisibles. Alors tous les spécialistes, toutes les personnes qui travaillent dans les politiques sociales, elles le savent, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. En revanche, ce qui est assez intéressant là, c'est que, et ça c'est le deuxième point, c'est que dans la gouvernance des politiques d'emploi, les personnes qui sont privées d'emploi, elles ne sont jamais autour de la table. Et ici, dans l'expérimentation Territoire zéro chômeur, on a autour de la table tout ce qui est le service public de l'emploi, toutes les autorités qui, de près ou de loin, travaillent sur la question de l'emploi. Et donc, en fait, cette invisibilité, elle est mise à jour. Et donc, voilà, les pouvoirs publics se rendent compte comment ils sont aveugles d'une partie de la population. Après, le deuxième point, peut-être qu'on peut soulever, c'est que l'expérimentation permet de mettre à jour des compétences très nombreuses des personnes qui sont en situation de précarité, mais des compétences souvent qui sont difficiles à évaluer dans les cadres conventionnels de la recherche d'emploi, de la formation professionnelle, de tout ce qui fait le cadre de la reconnaissance des diplômes. Et comme on est dans un pays où si on n'a pas de diplôme, malheureusement la vie elle est un peu plus compliquée, on voit aussi que l'expérimentation en proposant des emplois, puisque les personnes ne sont pas sélectionnées, il suffit d'être volontaire pour pouvoir rentrer dans l'entreprise. En fait, elles ont un espace pour venir exprimer, révéler leurs talents.
Et ça, c'est peut-être le deuxième point, c'est-à-dire que comment est-ce qu'il faut qu'on arrive à créer des cadres un peu collectifs de travail où finalement on vient exprimer ses compétences et quelque part, les entreprises à but d'emploi, il en existe 13 aujourd'hui puisqu'il y a 10 territoires et dans certains territoires, il y a 2 EBE déjà qui ont été créés. En fait, on est des espèces de plateformes de compétences et de services pour le territoire. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Merci. Si Pascal peut se prononcer. Moi, j'aurais 2 questions à poser par rapport à cette présentation. On voit d'abord que l'action Territoire Zéro Chômeur se distingue quand même des actions professionnelles habituelles. J'aimerais peut-être avoir plus de précision sur cette distinction. Et la deuxième question, ça serait les liens avec les travailleurs de l'informel. En fait, tu viens de parler justement de personnes non diplômées qui ont des compétences autres. Et justement, dans l'informel, on voit les gens qui développent toutes sortes de compétences. Je pourrais revenir plus précisément, mais je pense par exemple aux récupérateurs de ferraille avec lesquels je travaille. Ils font pas que récupérer de la ferraille comme ça dans la rue pour la revendre à des grossistes. Quand par exemple ils font les encombrants, ils ont développé des compétences pour réparer les choses et les revendre, etc. Et donc j'imagine que dans les gens que vous employez dans les EBE, vous retrouvez ce type de compétences. Oui, sur la première question, il ne s'agit pas d'opposer l'insertion par l'activité économique ou les territoires zéro chômeur, on est vraiment sur une complémentarité. La spécificité, c'est que dans les EBE, on y entre sans sélection. Il n'y a pas d'entretien de recrutement à partir du moment où on est volontaire et qu'il y a de la place. Alors ça, c'est un des enjeux, c'est que les entreprises déjà sont assez grosses dans les territoires, c'est qu'on est embauché et c'est dans cet espace-là qu'on vient développer une activité en fonction de ses compétences. Dans l'insertion par l'activité économique, l'entreprise, elle a un support d'emploi et donc la personne vient s'adapter à ce support d'emploi pour construire un nouveau projet professionnel. Ça, c'est peut-être la première, un des éléments très marquants. Par rapport aux travailleurs de l'informel, ce qu'on repère, c'est que il y a beaucoup de personnes qu'on a embauchées ont énormément de compétences qui sont invalorisables sur le marché du travail, notamment quand on est en situation de précarité. En effet, il y a cette compétence relationnelle. Il y a cette compétence d'adaptabilité. Moi, je suis frappée, on a embauché un certain nombre de personnes qui ont traversé la France, le monde entier, qui ont traversé la Méditerranée pour venir en France être réfugiés. On a des personnes qui enchaînent des missions d'intérim depuis des années à quelques jours par semaine. Forcément, quand on a traversé toutes ces épreuves de vie, on a une très grande compréhension du monde, compréhension de notre société. Alors peut-être qu'on n'a pas les mots pour l'exprimer, mais on a ces compétences-là, on a des compétences relationnelles. Et ici, un des défis quand même de l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur, c'est comment est-ce qu'on arrive à rendre monétisables ces compétences-là pour qu'elles puissent s'exprimer sur un marché du travail peut-être plus conventionnel. Voilà. Et puis, sur ces travailleurs de l'informel, et on voit aussi qu'on a beaucoup de personnes qui ont des compétences très, très, très multiples. Je pense notamment à un certain nombre d'hommes qui ont des compétences dans le bâtiment, mais alors ils ne sont ni complètement plombiers, ni complètement électriciens, ni complètement plaquistes. En revanche, ils savent tout faire. Et là, aujourd'hui, en fait, notre organisation du travail, et aussi la question des normes, ce qui va très bien, hein, en fait, elle empêche une reconnaissance d'un travail de ces compétences-là. Et du coup, ces personnes-là, aujourd'hui, elles ne sont payées qu'au SMIC, alors que si elles avaient les diplômes et elles pourraient être payées bien plus. Et le risque pour ces personnes-là, aujourd'hui, c'est d'être simplement dans le travail non déclaré. Et il y a un certain nombre de salariés aujourd'hui qui auparavant étaient dans le travail informel et qui trouvent dans l'expérimentation, dans les EBE, un espace de travail collectif et de sécurisation aussi, puisqu'ils sont en CDI à temps choisi, mais certes que payés au SMIC. Et donc, voilà, on a un enjeu. Comment est-ce qu'on passe de cette compétence-là qui est informelle à une compétence professionnelle reconnaissable sur le marché du travail En revanche, ce qu'on peut aussi se dire, c'est que l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur, alors bien sûr, il y a plein de choses à améliorer, mais elle est un peu un contre-Uber territorial.
Parce qu'on a une solution aussi pour faire face à la flexibilité que demandent toutes les entreprises, c'est d'avoir que des auto-entrepreneurs et on déclenche un besoin de service aux auto-entrepreneurs. Là, comme ça, dans 2 heures, j'ai besoin de quelqu'un pour décharger mon camion. Je fais appel à un auto-entrepreneur du quartier. Nous, ce qu'on se dit avec l'entreprise à but d'emploi, finalement, c'est cette plateforme de compétences et de services. Et l'économie formelle autour peut faire appel à cette compétence-là. Et donc là, vraiment, on a un cadre de travail qui sécurise. Et un cadre de travail, je le répète aussi, collectif, parce qu'on sait bien que la précarité, elle isole beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qu'une grande partie de la précarité, elle n'est pas que économique, elle est sociale. Et voilà, et là, on rentre dans un cadre de travail collectif. Écoutez, merci. Le temps passe vite, on est déjà pratiquement à 10 minutes. Comme il s'agit de la première partie, je propose que l'on passe directement à notre seconde proposition. Comment renforcer l'intermédiation sociale et aller vers les personnes en précarité. Donc là, à nouveau, 2 intervenants, Fabrice Christophe et Marion Lièvre. Si vous voulez vous présenter brièvement. Je voulais laisser Fabrice, mais je vais me présenter. Donc, du coup, je suis anthropologue à l'Université Montpellier 3, notamment en contrat TER, donc attaché temporaire d'enseignement et de la recherche. Et donc, du coup, nous accueillons Fabrice Christophe, qui est directeur de CCS et que je vais laisser se présenter. Eh bien, bonjour à tous, moi c'est effectivement Fabrice Christophe, je suis directeur de CCS, donc de Villerue et d'une petite ville à côté qui s'appelle Thil, et je suis président d'association d'insertion par l'activité économique, donc le discours d'Agnès m'a très intéressé, donc voilà. Alors, pour parler de l'intermédiation culturelle, moi je vais faire écho à ce qui vient d'être dit par Agnès, parce que pour justement renforcer ça sur notre territoire qui est divisé en quartiers, on a créé un réseau de savoir et d'échanges réciproques au départ avec l'ensemble des personnes dites précaires. On a commencé par 10-12 personnes puisqu'on s'occupe aussi des bénéficiaires du RSA. On a à peu près 120 suivis à l'année et on se rend compte maintenant au bout de 4 ans qu'on est à plus de 150 voire 200 personnes. Et dans ces 200 personnes, il y a des actifs qui sont venus renforcer ce réseau. Il y a effectivement des gens qui sont encore dans des situations précaires. Il y a des retraités. Il y a des gens même qui travaillent au Luxembourg. Parce qu'il faut bien voir que nous, on est à 2 kilomètres du Luxembourg avec des amplitudes horaires qui sont assez particulières. Et donc, ça fait écho à ce que je viens d'entendre. Et ça nous a permis effectivement, à partir du réseau d'échange de savoir réciproque, de créer sur les quartiers des dynamiques et de créer des espèces de petites commissions où les gens peuvent prendre la parole, où ils peuvent effectivement aussi donner des idées quant à certaines orientations. On a essayé en fait de fluidifier le dialogue sur notre territoire, ce qui n'est pas chose facile. Alors, juste une petite aparté par rapport à la période du Covid-19 qu'on vient de vivre. À un moment donné, on s'est posé la question si effectivement toute la question du lien social allait être remise en cause. Et on s'est rendu compte que ces gens qui faisaient partie du réseau d'échange, ces gens dits en situation précaire, nous ont appelés tout de suite pour nous donner un coup de main. Parce qu'il faut bien voir que sur notre petit CCS, en l'espace de 8 jours, on a été sollicité à hauteur de 500 demandes. Et on était incapables de répondre. Nous, salariés et fonctionnaires. Et heureusement que justement, depuis maintenant un certain nombre d'années, alors bien sûr, il y a encore plein de choses à améliorer sur le vivre ensemble, sur la réciprocité, sur plein de choses, mais ils ont été mobilisés durant cette période et ça, c'est un grand remerciement à des gens qui sont parfois stigmatisés et ce que je regrette fortement. Mais comme le disait Agnès aussi, on se rend compte qu'ils ont des compétences, qu'ils ont des qualités et qu'ils sont humains. Et ça, c'est vraiment fortement appréciable, quoi. Alors après, j'aurais peut-être encore d'autres choses à dire. Si Marion veut rebondir sur certaines choses. Alors peut-être, oui, moi j'aimerais peut-être reaxer sur justement la période Covid et donc après Covid, à savoir finalement comment, est-ce que ça a changé quelque chose au sein de votre organisation, au sein du CCS, notamment en termes de moyens, de méthodes mobilisées, est-ce que vous avez du coup plus été vers les populations, enfin voilà, et votre équipe aussi, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur comment se constitue votre équipe actuellement?
Alors, je vais dire, il y a plusieurs choses. La première, c'est que effectivement, suite au confinement le dimanche soir, en fait, l'avant-veille, le samedi, on était déjà sur le pont parce qu'on savait qu'il arrivait quelque chose. Donc, toute l'équipe avait tout de suite été mobilisée. Et ce qui a été aussi intéressant, c'est que on était sur une période un peu particulière puisqu'il y avait les élections municipales. Et donc, un nouveau maire a été élu dans la continuité de celui du précédent, mais l'ancien maire devait encore être sur place puisque l'installation du conseil n'était pas faite. Et ce qui a été remarquable aussi, c'est que les élus se sont mobilisés. Donc moi, j'ai fait de suite appel à eux en disant, écoutez, nous, pour faire simple, on est 6 au CCAS, on est 6 agents. Voilà. Donc vous imaginez un peu la charge de travail que ça peut représenter. Et on a eu la chance, effectivement, d'avoir une émergence d'un réseau à la fois d'élus, à la fois, comme je disais avant, du réseau d'échange et à la fois aussi de gens qui spontanément nous ont appelés pour nous dire, voilà, on est prêt effectivement à s'engager pendant cette période auprès des publics, qu'ils soient âgés, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient dans des situations, n'importe quelle situation. Donc, on a réussi en fait à répondre à la demande grâce à cette solidarité, et une vraie solidarité, quoi. Et c'est ça qui était fortement intéressant. Et en termes d'organisation et de méthode, il est vrai que les 2-3 premiers jours, je ne vais pas vous cacher, on a été complètement déstabilisés. C'est-à-dire comment on va gérer ce problème, comment on va gérer cette situation. Donc, on a tout de suite installé une petite réunion de travail, bien sûr avec les mesures barrières qu'il fallait respecter, pour voir qui allait prendre quoi et comment on allait pouvoir donner aussi une certaine responsabilité à des gens qui forcément n'étaient pas issus du travail social. Donc ça, en termes de responsabilité aussi, c'était assez particulier. Mais je dois dire que, comme je l'ai dit avant, ce qui a été remarquable, c'est qu'on a eu la mobilisation d'une douzaine de bénévoles qu'on ne connaissait pas, avec lesquels je n'avais jamais travaillé, et qui nous ont rendu un service et qui ont rendu surtout un service à la population des plus conséquents. On a eu la mobilisation des services, mais on a gardé aussi, bien sûr, à l'esprit la continuité du service public. Et ça, c'était important pour nous. C'est simple, sur 160 salariés de la commune, on était 6 à rester sur place. Le reste ont été mis en travail à distance, mais on a réussi effectivement, avec les différents services, de pouvoir offrir à nos personnes âgées, à nos gens en situation précaire, bon nombre de choses. On a dû organiser aussi des distributions alimentaires à domicile. Donc, on a pris tous nos petits jambes, on a chargé notre camion, on a recensé les gens. On a aussi développé quelque chose que je ne connaissais pas parce que je ne suis pas très, très doué en web, machin. C'est pour ça que je reste impressionné par tous ces visages que je vois, mais je trouve ça très agréable aussi, hein. Mais on a créé aussi, on a appelé Orange, qui était notre prestataire, pour ne pas le citer, et il a mis en place des solutions SMS, des solutions mail, etc., etc. Et ça nous a permis de garder le contact aussi avec nos bénéficiaires du RSA et avec nos personnes âgées aussi, parce que on a constaté que de plus en plus utilisent la tablette, donc c'est très, très bien. Et on avait un petit système aussi qui est pas mal, ça s'appelle Linote. C'est un système de tablette, en fait, où on peut voir les gens, et les personnes n'ont pas besoin d'utiliser la tablette, c'est-à-dire que dès qu'on les appelle, il y a un affichage qui se fait. Donc, vous pouvez prendre connaissance de nos publics fragiles parce qu'on a un listing par rapport à ça. Donc, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Et ça, c'est grâce aussi à un ensemble de personnes qui étaient concernées par la situation des uns et des autres. Donc, ça me touche toujours, moi, quand on voit encore un peu de solidarité qui existe, parce qu'en entendre certaines gens, ça n'existe pas. Mais moi, je peux vous le dire que je l'ai vécu pendant 2 mois, de 7h le matin à 20h le soir. Et j'étais pas peu fier d'avoir ces gens à mes côtés pour me donner un coup de main dans cette situation plus que délicate, quoi. Ouais, donc du coup, vous mettez en avant beaucoup de solidarité, et est-ce qu'on observe aussi des politiques publiques qui ont du coup émergé par rapport à cette situation de crise sanitaire et du coup qui s'ensuit par une crise économique? Est-ce que ça s'est ancré dans d'autres projets voilà, collaboratifs? Alors là, ça va être compliqué de répondre à cette question. J'ai peut-être pas encore assez de recul, et comme je suis assez militant, ça me pose question, les politiques publiques, surtout les politiques sociales et surtout les dispositifs. On s'est rendu compte quand même qu'il y avait des manquements. On s'est rendu compte aussi qu'on s'est retrouvé bien seul par rapport à certaines institutions. Même si celles-ci nous envoyaient des mails pour nous demander ce qu'on faisait. On ne les a pas attendus pour faire les choses. Alors, je ne vais pas critiquer quelque institution que ce soit, mais je vais nommer les préfectures. Ils ont bien été gentils. L'ARS, elle a bien été gentille aussi, de nous envoyer des mails, mais à un moment donné, on avait aussi besoin peut-être de plus d'appui, de plus de peut-être même parfois de moyens.
parce qu'il faut bien voir qu'on a mis aussi à disposition, nous, des véhicules pour les infirmiers qui nous ont fait la demande pour qu'ils puissent aller à domicile et tester les gens. Parce qu'on s'est dit, un seul véhicule à désinfecter, c'est mieux que 50, etc. Donc, on leur a proposé ce service-là aussi. Mais il est vrai qu'on a eu peut-être 2-3 contacts avec l'ARS pour nous demander comment se passaient les choses. Moi, j'aurais aimé peut-être avoir un peu plus d'implication sur notre territoire. Je remercie par contre le conseil départemental de notre territoire, la Meurthe-et-Moselle, qui tout de suite s'est impliqué et avec qui on a pu mettre en place de l'aide alimentaire, du suivi, des échanges sur certaines situations délicates, parce que nous, on n'est pas spécialisé dans la protection de l'enfance, par exemple, mais on nous a alertés. Donc ça, c'était un partenariat qui a été fort et que je souhaite à l'avenir qu'il se développe encore plus. Quant aux politiques sociales, je pense que, comme c'est dit, parfois elles viennent du sommet et elles devraient partir de la base. Ça serait peut-être plus intelligent, parfois, dans la réponse qu'on peut donner à certains types de publics. Merci beaucoup. Enfin, je suis désolé, 10 minutes, ça passe un peu… Ça passe très vite, mais l'idée là est vraiment de donner quelques éléments, présenter nos axes de travail et après d'engager un débat plus général. J'aurais bien aimé avoir mon carton rouge quand même, s'il te plaît. Donc, première proposition, donc soutenir les initiatives économiques. Seconde proposition, renforcer l'intermédiation. Je vous propose qu'on passe dès maintenant donc à la troisième proposition, comment intégrer la notion d'urgence aux politiques sociales existantes. Donc Christophe Perrin et Tommaso Vitale. 10 minutes également. Oui, bonjour. Bonjour Tristan. Je me présente rapidement. Voilà, je suis le délégué national en région Languedoc-Roussillon. Chez nous, ça existe toujours, de la CIMAD. Donc voilà, j'interviens. Vous connaissez peut-être la CIMAD, où on travaille principalement sur des questions liées aux réfugiés, aux exilés. Il se trouve, voilà, depuis maintenant quelques années, j'ai développé et mis en place sur Montpellier un projet d'intervention auprès des habitants des bidonvilles. C'était normalement l'un des salariés, un équipier qui est sur le terrain, qui devait intervenir, finalement qui ne le fait pas, et c'est moi qui suis là. Alors c'est vrai que voilà, Covid, je ne sais pas si on en est sorti. Je vais peut-être un peu sortir du cadre que vous avez posé au regard des interrogations que je nourris moi actuellement. C'est vrai que face à la crise, l'État déficient dans les premiers temps, ça c'est une évidence, et les associations ont pris le relais à un moment donné sur des questions relevant de la survie des personnes, que ce soit sur les bidonvilles ou les squats ou un certain nombre de précaires sur la ville de Montpellier. Et entre parenthèses, voilà, la ville de Montpellier est certainement une ville très agréable, mais c'est une des villes les plus pauvres de France. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît assez peu. La précarité est assez importante. Mon questionnement, moi, aujourd'hui, c'est au regard de ces dernières semaines au sein des dispositifs qu'on avait pu mettre en place avec le Secours catholique, le Secours populaire et d'autres partenaires, notamment sur la question de l'aide alimentaire, où on commence à voir le tsunami social qui se prépare et un pourcentage de population non négligeable, de nouvelles personnes et qui sont en train de sombrer dans la précarité. Et on est, à mon sens, et voilà, dans les analyses que l'on a, nous ne sommes qu'au début de ce tsunami social. Et c'est vrai que cette question-là, moi, vient quelque part, non pas polluer, mais le questionnement pour moi est aussi à voir d'un autre ordre, dans le sens où, au vu de ce qui s'annonce, je ne suis pas sûr que la manière, les paradigmes que l'on a actuellement de lutte contre la pauvreté soient efficients. Je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs de terrain, qu'ils soient institutionnels ou associatifs, qui sont là et qui savent, à un moment donné, dans ces questions-là, les arbitrages auxquels on assiste de la part de l'État ou de collectivités territoriales qui ont de moins en moins de moyens et de plus en plus de demandes. Et donc, voilà, je crois qu'on est aussi à un moment où un cadre va certainement, enfin, il va falloir se poser la question du cadre social dans lequel on est,
Et je ne vous le cache pas, moi, un grand lecteur d'André Gortz, pour ceux qui le connaissent, et la nécessité, à un moment donné, de sortir des luttes de pauvreté, mais dans une action sociale de grande ampleur, qui devrait, à un moment donné, sur lequel on devrait réfléchir, c'est notamment cette question de l'allocation universelle, mais suffisante, de la manière dont le pensait Gortz, non pas dans le workfare, où à un moment donné, on va culpabiliser des chômeurs en leur donnant un certain nombre de subsides et les faisant travailler ou les obligeant à travailler sur des questions d'intérêt général. Mais voilà, pour moi aujourd'hui, mis à part cette solution-là, je ne vois pas comment on va pouvoir gérer ce qui s'annonce. Et bien évidemment, la question du public avec lequel nous travaillons, que ce soit à un moment donné des personnes exilées, que ce soit à un moment donné des personnes qui vivent dans les bidonvilles, j'ai du mal à la penser de manière spécifique. Et je crois que, alors je sors un peu du cadre, j'en suis désolé, mais c'est l'état de ma réflexion aujourd'hui et c'est à un moment donné, au regard de ce qui s'annonce, une nécessité peut-être de réfléchir à un renversement sur ces questions de lutte contre les pauvretés. Toujours dans la même idée, même si à un moment donné on peut intervenir les uns les autres, mais j'ai la conviction que la question aujourd'hui est peut-être plus la lutte contre la grande richesse, se place sur un autre terrain que celui-là. Néanmoins, bien évidemment, nous allons continuer à travailler là. Ce que j'évoque est quand même d'une ampleur politique, sociale qui nous dépasse, dans lequel nous sommes des acteurs, mais qui nous dépasse largement. Moi, les constats que je fais quand même là à l'issue de cette période, c'est d'abord l'implication des institutions de proximité sur la ville de Montpellier. La ville, l'agglo ont été des acteurs réactifs, capables de comprendre à un moment donné des enjeux qui se posaient et qui, à un moment donné, ont pris conscience aussi d'un certain nombre de problèmes. Et je pense qu'on va continuer à travailler, contrairement à l'État, même si des moyens ont été alloués. Je pense à toutes les distributions alimentaires que nous avons pu faire sur l'ensemble du département l'ont été en partie grâce à des fonds qui ont été débloqués par l'État. Je pense notamment à ces chèques services que la DIAL a débloqués. C'est des dizaines et des dizaines de centaines de milliers d'euros. Ça n'est pas négligeable, mais enfin, on a ressenti que le service public, l'État aujourd'hui, c'était une tête sans corps qui est certes capable de tenter de diriger les choses, mais qui n'en a plus beaucoup les moyens. Donc je pense que beaucoup de relations et d'élaboration de solutions pourront l'être dans le cadre de liens avec des acteurs locaux. Je m'arrête là. Désolé d'être sorti un petit peu du cadre. Non, merci beaucoup Christophe Perrin. Moi, je suis Tommaso Vitale du Centre d'études européennes de politique comparée de Sciences Po et aimer un peu de dialoguer avec vous très rapidement. Je ne pense pas que vous sortez du cadre. Au contraire, vous posez une question très importante, c'est-à-dire vous dites que des politiques qui sont très liées à un target, à des secteurs très spécifiques, qui sont pour les réfugiés, pour les demandeurs d'asile, il ne marche pas et que ce qui aujourd'hui est le vrai défi, c'est lié un peu à ce dont on va parler après, c'est-à-dire la réduction des inégalités, la lutte contre les grandes richesses. Mais je voulais revenir sur la deuxième partie de votre intervention très importante, c'est-à-dire que au fond, pendant toute cette période du confinement, qu'est-ce que ces actions un peu différentes, un peu nouvelles que vous avez introduites avec l'aide ou pas des institutions publiques, qu'est-ce qu'elles vous ont donné comme apprentissage pour les actions à venir? Bien évidemment, le cadre, c'est un cadre plus général, c'est-à-dire il faut monter en gamme sur les politiques sociales, mais est-ce que vous avez vu
quelque chose, vous en tirez des leçons importantes pour sortir d'un cadre où la sélection était un peu trop forte et où peut-être la logique du tri des politiques sociales ordinaires était trop marquée. Alors, je sais pas, je pense, enfin, on est toujours dans la séquence, donc à un moment donné, l'intervention différente, je ne sais pas. Par contre, ce que je trouve marquant, ça a été notre capacité au niveau de la société civile, au niveau des organisations, à nous retrouver, à mettre en place une machine de guerre efficace et où voilà, comme partout, je ne vous apprends pas qu'à un moment donné, les questions de personnes, les questions d'organisation ne sont pas simples. Qu'on a su trouver, on a su à un moment donné avoir l'humilité de mettre les conflits qu'on pouvait avoir ou les différentes personnes dans ce souci d'apporter voilà, la meilleure réponse possible à des personnes dont voilà, des questions de survie basique se posaient. Et ça, enfin voilà, ça pour moi c'est un acquis. Et vous pensez que ça va tenir? Vous pensez que ça va tenir, que ça... Je pense que ça va tenir. Je pense que ça va tenir et c'est un acquis. Et né à un moment donné l'envie de travailler ensemble et d'avoir à un moment donné vraiment des échanges et de construire. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, quelque chose que l'on analyse aussi, c'est au regard de ce que je disais. La question de la concurrence des publics va se poser de manière cruelle dans les semaines qui viennent. Comme je le disais, l'État va arbitrer, les financeurs qui sont divers et variés vont devoir arbitrer, et si on reste dans cette logique à un moment donné de nos petits publics spécifiques, on va contribuer, alimenter cette concurrence entre les différents publics, parce que voilà, le gâteau ne sera pas plus important, les ressources ne seront pas plus importantes, et que voilà, je pense qu'on le fait à un moment donné d'avoir travaillé ensemble, échangé, continuer à le faire, voilà, va nous amener à nous confronter à cette réalité qui va venir, qui existait déjà, mais qui va être extrêmement forte dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent. Donc, on serait tenté d'aller encore plus loin. On va essayer de respecter les 10 minutes par question centrale pour présenter le dernier axe, la dernière question centrale. Comment développer les compétences politiques des personnes en situation précaire et lutter contre les inégalités. Donc, on donne la parole à Daniel Verger et Olivier Legrand. Merci à vous. Oui, bonjour. Donc, Daniel Verger, je travaille au Secours catholique dans l'équipe nationale, notamment en suivant un certain nombre d'études et aussi de sujets de plaidoyer. Donc, le plaidoyer, c'est justement une dimension un peu politique de l'action sociale. Et Olivier? Oui, Olivier Legros, il est juste en train de marquer les choses de l'Université de Tours. Voilà, je travaille depuis plusieurs années sur l'articulation ou les relations entre les politiques de lutte contre la pauvreté et les dynamiques sociales dans les quartiers populaires et parfois dans les bidonvilles. À toi, Daniel. Alors, là, on va peut-être prendre un petit peu de recul historique parce que cet enjeu de développer les compétences politiques des personnes en situation de précarité est en fait un enjeu ancien et pris en charge par les organisations sociales depuis en fait assez longtemps, avec des succès et aussi pas mal d'hésitations ou d'échecs. Pour le Secours catholique, ça a été, on peut dire, un chemin d'évolution qui nous est venu notamment de la part de nos partenaires internationaux. Nous soutenons des projets à l'étranger, dans les pays du Sud, et un certain nombre de ces acteurs nous ont dit, mais il y a des enjeux qui sont chez vous, dont les solutions sont chez vous. Donc, prenez en charge ces aspects politiques. Deuxièmement, ils nous ont dit, nous, on pratique ce pouvoir d'agir ou cet empowerment dans nos actions. Et quand on vient en Europe, quand on vient regarder ce que vous faites, on ne le voit pas tellement. Donc, travaillez aussi cette méthode, ça vous sera extrêmement utile. Et ça, ce chemin-là, il a donné lieu à ce qu'on a appelé, en fait, au départ, le fait de travailler avec, de faire avec les personnes, et non plus pour. C'est un enjeu qui reste encore d'actualité.
mais qui a été déjà un premier pas en avant. Pour autant, faire avec, ça ne veut pas dire forcément aller jusqu'au bout de la logique de développer les compétences politiques. Et donc, il y a un nouveau pas qui est à faire, et qui est vraiment l'enjeu de ces dernières années, qui est que le Secours catholique s'est dit on a à être vraiment des acteurs de changement social dans la société. Et cela avec les personnes, mais aussi en partant de leur capacité d'analyse et de réflexion sur les enjeux sociaux. Et ce travail, on l'a par exemple mené dans le cadre d'une réflexion sur la protection sociale. On a vu avec cette crise à quel point on avait besoin d'une protection sociale qui soit forte, qui soit aussi douce pour les personnes et qui ne laisse personne de côté. Le filet de protection laisse passer beaucoup trop de monde dans ces mailles et c'est bien ces personnes-là que l'on retrouve dans les accueils de Secours catholique ou d'autres associations. Donc, il y a des manques qui sont révélés par la vie des gens, qui sont les premiers à pouvoir dire ce qui manque et ce qui serait donc positif à faire transformer. Et faire une action au travers d'un collectif, en l'occurrence, qui s'appelle le Collectif pour la protection sociale solidaire, avec des personnes qui réfléchissent ensemble, qui essayent de devenir un peu experts de ces questions de protection sociale à partir de leur vie, à partir des failles de nos vies, mais aussi en associant des acteurs sociaux, des experts aussi de la protection sociale. Ça nous a amené à évoluer et à définir des principes d'évolution de la protection sociale qui nous guident aujourd'hui dans ce que l'on dit sur ces sujets. Le principe de contribution, qui ne soit pas que les contributions monétaires, mais reconnaître des contributions très variées, des services rendus, des compétences d'aide aux parents âgés ou à l'enfant handicapé. Tout ce travail des aidants que l'on a mis aussi très en avant ces dernières semaines. Des principes comme le principe de la justice sociale, car si on est dans une société qui va devoir faire face à un tsunami social, comme l'a dit Christophe Perrin, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir aussi à de nouveaux axes dans la justice sociale et les enjeux d'écologie qui nous amènent à devoir moins impacter sur notre planète sont possibles à prendre en compte à condition qu'on soit dans une société plus juste et plus solidaire. Donc tous ces éléments-là, eh bien, finalement, ce sont le travail avec des personnes en situation de précarité qui nous ont aidés à avancer. Dernière, on a eu aussi tout un travail à l'occasion de la crise sociale révélée par le mouvement des Gilets jaunes, où il y a un certain nombre de débats locaux qui ont été lancés au niveau local avec les personnes en situation de précarité et qui ont produit une richesse considérable et qui nous ont aidés à produire des propositions qu'on n'aurait sans doute pas osé faire si on n'avait pas fait tout ce cheminement. Merci Daniel. Ce que je trouve très intéressant et très important finalement dans votre démarche, c'est que vous prenez les gens au sérieux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là en train de dire « Ah, on va renforcer vos compétences politiques » parce que ça suppose que vous n'en avez pas beaucoup. Mais on reconnaît les compétences que vous avez et on s'appuie sur ces compétences pour construire des savoirs, pour construire des propositions qu'on va porter politiquement. La deuxième chose qui me semble très intéressante, c'est que tu parles d'aider. Les gens nous ont aidés à former ces propositions. C'est très important, mais j'ai envie de dire que d'une certaine manière, c'est aussi eux donc, qui vous ont quelque part un petit peu, je ne sais pas comment l'expression, forcé la main et un petit peu poussé à entrer davantage dans le champ politique. Et ça, c'est assez fort comme leçon et comme démonstration des compétences politiques des gens. J'en viens maintenant à peut-être une petite question. C'est justement ces propositions politiques qui ont été formulées sur la base des échanges avec des personnes en situation précaire. Est-ce que tu peux donner des exemples très concrets de ces propositions qui vont un petit peu plus loin que ce que vous auriez peut-être pensé autrement? Oui, alors par exemple, sur cette question très centrale pour les personnes de l'enjeu des minima sociaux et du RSA ou d'un revenu de base qui permettent de sécuriser le parcours des personnes, nous, avec d'autres associations, dans le cadre d'Alerte, le collectif des associations de lutte contre la pauvreté, on a plutôt travaillé sur les propositions qui se veulent être pragmatiques,
entrer en résonance avec ce qui pourrait être accepté par les pouvoirs publics. Donc, on a poussé des idées autour d'un revenu plus accessible, donné éventuellement automatiquement, plus haut que le RSA actuel, mais à un niveau qui ne dépasse pas les 50% du revenu médian. Et finalement, beaucoup de personnes en situation de précarité nous ont dit « c'est bien tout ça, mais en réalité, ce que l'on veut, c'est que notre dignité soit vraiment reconnue. » Et donc là, il faut travailler beaucoup plus sur toutes les ruptures de droit, sur les enjeux où on est considéré comme fautif simplement parce qu'on a changé notre situation. Cette espèce de difficulté qu'on a dans la discussion avec l'administration parce qu'on est toujours soupçonné et non pas parce qu'on est accompagné dans notre évolution. Et puis l'enjeu, c'est de sortir de la pauvreté. Donc, il faut aller vers une demande qui soit vraiment de sortir de la pauvreté, plutôt plus haut que les 50% du revenu médian que vous évoquez. Et donc ça nous a poussé à se dire il y a effectivement à travailler pour une ambition plus haute que ce que l'on dit traditionnellement. Un autre enjeu, c'est par exemple sur les questions environnementales. On se dit qu'il y a là à travailler des enjeux, mais souvent il y a une sorte d'opposition qui est faite entre la fin du monde et la fin du mois. En fait, quand on regarde ce que disent les personnes, c'est qu'elles disent « nous, on est prêts à nous engager ». D'ailleurs, parce qu'on est parmi ceux qui subissons le dépérissement de nos territoires, le fait qu'on est obligé de prendre de vieilles voitures qui fonctionnent mal parce que les services publics ou les transports ont disparu, ou parce que la poste n'est plus disponible et la CAF encore moins à côté de notre territoire. Ce sont les pertes des services de santé, par exemple, qui provoquent ces difficultés de mobilité. Mais donc, travaillez là-dessus, soyez cohérents sur le fait qu'il nous faut des services publics de proximité, sur le fait qu'il faut des lieux d'accueil en physique et pas simplement en Internet pour défendre et avoir accès à nos droits. Et appuyer le fait qu'on est prêt à faire des efforts autour de la mobilité, à condition qu'on sente que ce soit des efforts partagés. Les enjeux d'environnement sont des enjeux essentiels pour tous, parce que manger de l'alimentation plus saine, c'est un enjeu pour nos enfants, et on en est tous conscients. Mais ne nous taxez pas comme une double peine, à la fois avoir à travailler avec des services publics qui s'éloignent, des emplois qui s'éloignent, et des taxes qui augmentent. Donc, travaillons sur des propositions où on soit effectivement gagnant. Et cela nous oblige à articuler beaucoup mieux les enjeux de justice sociale et d'impact sur l'environnement et de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et pour nous, c'est un peu nouveau. Pardon, excuse-moi, mais on comprend bien qu'il y a une volonté ou une demande d'améliorer les revenus de base, de constituer un socle de protection et puis de le renforcer. On comprend bien qu'il y a une volonté de se confronter à la question environnementale. Bon, c'est ça qui est devenu un enjeu majeur. Mais est-ce que vous coltinez, excuse-moi l'expression, la question de la richesse? On sait bien que la pauvreté va avec la richesse. Tommaso l'a dit tout à l'heure, ça a été soulevé tout à l'heure. Comment vous abordez cette question des inégalités, non pas seulement à partir du bas, mais aussi à partir de la richesse, c'est-à-dire du haut d'une certaine manière? Ce qui rejoint quelque part, je pense, le débat qu'ouvrait peut-être Christophe Perrin tout à l'heure. Oui, en tout cas, ça c'est vraiment une évolution sur laquelle, je dirais, on a évolué assez récemment en fait. Parce que les organisations de lutte contre la pauvreté sont habituées à travailler sur les enjeux de pauvreté et s'occupent peu des enjeux de richesse, ou peut-être pour appeler au don et à une certaine forme de générosité. Cette évolution autour de il faut articuler lutte contre les inégalités et lutte contre la pauvreté, là aussi nous est venue pour une bonne part par l'international. Parce que dans beaucoup de pays avec de très fortes inégalités,
ces enjeux de lutte contre les inégalités qui sont des violences quotidiennes sont beaucoup plus pris en charge par les partenaires internationaux que l'on soutient. Et là aussi, ça nous a poussé à évoluer sur cette question. Mais on voit bien qu'en Europe, les inégalités augmentent, que l'évolution du capitalisme a creusé les inégalités, beaucoup plus que la pauvreté en fait. La violence de la pauvreté vient aussi de l'augmentation des inégalités qui s'est très fortement augmentée ces dernières décennies. Merci. Particulièrement ces dernières années. Et donc là, ça nous oblige aujourd'hui à travailler sur des propositions autour de la réduction des écarts de revenus, par exemple dans les entreprises. Et ça, c'est aussi une idée qui vient des débats locaux que l'on a organisés. Merci infiniment d'avoir respecté cette contrainte, la gestion du temps, qui était vraiment une grosse contrainte. Donc, vous avez compris, notre propos, ce n'est pas de proposer des recettes, des bonnes pratiques, on voulait lancer quelques jalons. Merci à nouveau d'avoir respecté ce tempo, parce qu'on dispose maintenant d'une bonne demi-heure pour pouvoir partir de vos questions. Alors, la manière de procéder, on vous propose de prendre la parole en allant sur l'onglet, là en bas, à gauche, « Converser » pour demander la parole, et Martin me fera signe. Si vous pouvez vous présenter, formuler une ou deux questions. Alors, si vous êtes d'accord, on ne va pas se lancer dans des commentaires ou relater d'autres expériences, mais vraiment l'idée, c'est sur la base de ces 4 grandes questions centrales, vos réserves, vos questions, vos suggestions, et sur la base de votre expérience. Mais est-ce que voir la pertinence de ces 4 pistes que nous avons proposées, les 4 questions centrales. Donc, à nouveau, le petit onglet là au centre, converser, vous faites signe à Martin. On peut prendre une première série de questions. Qui veut se lancer? Bonjour. Bonjour. Si vous me permettez, je souhaiterais avec plaisir vous remercier de l'invitation et de l'organisation de ce débat. Je suis Samuel Lecoeur, je suis fondateur et directeur de l'association Améliore, qui est une association fédérative d'environ 500 récupérateurs de Paris et d'Île-de-France, de 42 communes, alors notre association, on promeut la création de richesses et à travers des matériaux dits des déchets, considérés par nous comme des ressources. Et donc, notre association organise des marchés, organise des collectes avec des bifins salariés maintenant, organise une boutique, une ressourcerie, coopérative avec des dépôts-ventes de certains adhérents, avec un lieu de stockage, un lieu de tri. L'apport, la sécurisation de l'approvisionnement, c'est la base de notre travail fédératif. C'est pour ça, au vu de 15 ans de politique répressive à Paris, quotidienne et en connaissance de cause, l'absence d'organisation des marchés, là où se rencontrent les acteurs, des marchés aux puces, je parle, qui disparaissent à Paris, sous les coups de boutoir des promotions foncières aux portes. Voilà, il y a une exclusion totale de la culture populaire de ces économies qui est dramatique et contre laquelle on a milité et contre laquelle finalement on s'est fondé en association pour résister aux attaques policières liées à des politiques d'exclusion. Donc la situation est dramatique vis-à-vis de milliers de personnes qui font ça. Voilà, sont des travailleurs qui n'ont aucun droit au travail. Voilà. Le libéralisme. Est-ce que tu donnes des questions plus précises, peut-être? La question, c'est effectivement comment ATD Quart Monde, comment les personnes ici réunies à cette table peuvent apporter du soutien à des acteurs locaux, régionaux, qui souhaitent, faisant partie d'une alliance mondiale de recycleurs, qui souhaitent évidemment développer en France, sur tout le territoire, à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, là où les marchés aux puces à la sauvette existent, sont institutionnalisés à la sauvette, là où des travailleurs exclus vendent de la récupération par état de nécessité. Comment est-ce qu'on peut, à un moment, avec les lois de l'OIT, créer un groupe avec vous, avec d'autres,
partout un réseau d'acteurs avec les BIFIN en premier et ensuite des remontées politiques parce que l'espace public doit être partagé comme les richesses. Voilà, je tiens à dire j'ai lu la revue Projet, l'article de Bénédicte sur les ferrailleurs qui apporte 30 à 50% de l'industrie des ferrailleurs. C'est un montant énorme qui, avec de l'organisation, permettrait à chaque ferrailleur de vivre. Voilà, ça c'est une chose, d'être inclus. L'autre chose, c'est que j'ai lu aussi avec pas mal d'effroi l'article sur les BIFIN, avec l'interview d'un BIFIN qui est un imposteur, qui a gagné des élections imposées par la mairie du 18e et l'association Aurore, qui gère le carré, sans appel d'offres depuis 10 ans à 350 000 € par an et qui nuit aux organisations de BIFIN. Voilà, donc il y a des élections truquées, imposées, truquées, modalités négatives et un BIFIN qui sort de nulle part et qui prend la parole dans la revue Projet. Le choix n'était pas le meilleur, je tenais à le dire, parce qu'effectivement, le réemploi et le recyclage doivent être dans les mains des ferrailleurs et des récupérateurs, des recycleurs. Mais on reviendra là-dessus. Le D'accord, BIFIN merci. est intervenu dans le cadre du colloque à Sciences Po, mais je reviendrai vers vous pour mieux cerner et voir les limites peut-être de cette prise de position d'un des responsables de l'association Code, sauf qu'il peut. En tout cas, merci pour vos questions. Il y a également Lydie, et je crois que c'est Sabah Chaoui qui ont 2 questions à formuler. Si vous voulez formuler de façon très succincte 2-3 questions, et puis on va redonner la parole, comme on a la chance d'avoir une petite dizaine d'intervenants. Oui, bonjour. Alors, c'est une question que je vais essayer de rendre succincte, mais je ne sais pas si j'y arriverai. En fait, elle est posée du coup à Christophe Perrin. Moi, je suis à Toulouse. Donc, je pense que vous devez connaître ma collègue du Secours catholique, Amélie Corpet, peut-être. Et déléguée du Secours catholique à Toulouse. À Toulouse, voilà, c'est ça. Et j'ai été particulièrement frappée par une de vos phrases. En fait, l'État est une tête sans corps. Là, sur la métropole de Toulouse, on a un peu vécu la même chose, avec peut-être plus de coordination de la préfecture, je ne sais pas. Mais clairement, l'État s'est complètement appuyé sur les associations. Et je me dis que là, il y a quand même un enjeu. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui. Un enjeu pour nos associations de garder une place qu'on a plus ou moins conquis, une certaine légitimité en temps d'urgence, mais de pouvoir la garder dans un contexte qui va plus ou moins revenir à la normale. On est d'accord que ce ne sera jamais exactement comme avant, mais comme ils se sont appuyés sur nous pendant cette période-là, ils ont pu aussi voir les compétences qu'on avait, notre capacité de se mobiliser, etc. Et donc, ma question, en fait, c'est comment est-ce que, de votre propre expérience, hein, donc du coup sur Montpellier, comment est-ce que vous travaillez cette question de la place de la société civile et notamment de vos associations dans l'organisation de l'action sociale plus largement, la part à prendre dans de la coordination. C'est-à-dire que l'idée étant qu'on ne nous appelle pas à la rescousse à la prochaine urgence, dans le bazar, en comptant sur nos bonnes volontés simplement, mais que on installe une manière de collaborer de manière plus pérenne. Si on va prendre une 3e question de Sabah Chaoui sur la question des réfugiés, si vous voulez. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, merci. Oui, super. Donc, je suis Sabah Chaoui, je suis doctorante à Paris-Nanterre et je travaille sur les étrangers en situation irrégulière. Et je voudrais poser une question à l'ensemble du panel, mais peut-être que messieurs Perrin et Verger sont peut-être plus intéressés puisqu'ils travaillent à la fois à la CIMAD et, respectivement à la CIMAD et au Secours catholique. Donc, quelle a été la situation de manière plus pragmatique pour les étrangers en situation irrégulière, pour les sans-papiers qui n'ont pas pu bénéficier du système de chômage ou d'aide exceptionnelle, qui ont peut-être été virés tout simplement de leur emploi et qui n'ont pas pu accéder également au système de soins de santé durant la période Covid et post-Covid?
Voilà. Merci. On redonne la parole à nos intervenants. Est-ce qu'Olivier, ça t'inspire? Bien, oui, commencer à répondre. Oui. Sur la première question, il est certain que nous avons fait la démonstration à un moment donné de capacité à réagir rapidement, à nous organiser et à répondre, je pense quand même assez bien aux problèmes qui se posaient. Je sais que, alors Toulouse, je ne sais plus si le même débat a eu lieu, mais dans la première semaine, qui a quand même assez fou, les services de l'État ont quand même énormément flotté. Je sais que la préfecture s'est posé la question de est-ce qu'on fait appel à l'armée ou est-ce qu'à un moment donné, on s'appuie sur la société civile. C'est plutôt ce choix-là qui a été fait. Je pense, voilà, le travail est devant nous. Quand je parlais tout à l'heure de partenariat, de coopération, c'est ce qui nous attend là dans les semaines qui viennent pour, à un moment donné, réfléchir sur comment nous allons continuer l'action. Mais enfin, je vois aussi un écueil qui est à éviter. Je pense qu'il va falloir que on ne cultive pas non plus d'hubris, dans le sens où certes on a pallié quelque part l'absence de services publics, où on a fait le constat à un moment donné que les services publics ont bien été détruits, et que les forces du service public sont extrêmement faibles. La question, voilà, c'est qu'est-ce que l'on veut? Est-ce que l'on veut se substituer à un moment donné à des services publics, ou est-ce que on veut à un moment donné se battre, comme le disait tout à l'heure notre interlocuteur du Secours catholique, sur à un moment donné la reconstruction avec les personnes d'un nouveau service public fort, viable et qui réponde à un moment donné aux besoins de l'ensemble des populations. Voilà, moi c'est les questions voilà, comment je pense qu'il faut qu'on se le pose aussi. Sur la question des étrangers, il est certain que l'État a gelé complètement le fonctionnement de l'ensemble du ministère de l'Intérieur et de toutes les préfectures. Donc toutes les personnes qui étaient en possession de titres, que ce soit une APS, que ce soit un titre de séjour, que ce soit une attestation de demandeur d'asile, tout ça a été reconduit, ça a été reconduit à nouveau. Là où il y a, je pense, un problème qui est très important, c'est toutes les personnes qui souhaitaient à un moment donné faire une demande de titre de séjour et qui étaient jusqu'à présent sans papier, aujourd'hui sont dans l'incapacité de le faire, puisque les services ne les traitent pas. Et on est dans ce moment où l'administration ne fonctionne plus. Donc toutes ces personnes sont en attente simplement voir étudier leur situation. Et là, on est face à des situations difficiles pour beaucoup de personnes. Merci Agnès. Pour compléter, peut-être apporter quelques... Oui, donc peut-être Daniel, et ensuite je propose qu'Agnès Touvenot apporte quelques éléments sur les enjeux de gouvernance territoriale. Donc la parole à Daniel Verger du Secours. Voilà, peut-être pour compléter sur les étrangers, notamment en situation irrégulière ou sans papier, on a vu que dans ces dernières semaines, notre société tenait aussi du fait de l'engagement et du travail de beaucoup de ces personnes qui ont contribué au maintien de services, au maintien d'activités économiques et qui ont fait en sorte que la société a pu fonctionner. Donc, dans la fragilité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec la crise sociale qui arrive, une crise sanitaire qui n'est pas tout à fait terminée et qui peut revenir, la grande mesure que nous appelons avec d'autres acteurs associatifs et un certain nombre de syndicats, c'est que la seule mesure raisonnable, c'est aujourd'hui d'aller vers une régularisation très large de toutes ces personnes qui contribuent de fait au fonctionnement de notre société. Et donc le réalisme, c'est bien d'entrer dans une mesure large de régularisation. C'est ce qui est le plus pragmatique, le plus réaliste. Et aussi, c'est une façon de reconnaître comment fonctionne notre société aujourd'hui,
C'est donc pas simplement de l'humanité, même s'il y a une part d'humanité dans cette mesure, mais c'est aussi une mesure de bon sens. Et c'est ce que nous demandons actuellement. Merci. Oui, sur la gouvernance, ce que je voulais dire, peut-être sur la question de la gouvernance territoriale, c'est comment est-ce qu'on la réinvente à des échelles qui soient pertinentes. Parce que aujourd'hui, on a des instances de gouvernance, je pense par exemple au plan, à la stratégie pauvreté, qui fait des immenses conférences régionales, des grands messes où en fait il ne se dit strictement rien et on n'est pas en position de travailler. Et puis la question de la participation des personnes en situation de précarité ou concernées selon comment est-ce qu'on les appelle, voilà, qui sont impossibles, qui n'ont aucun sens dans ces grandes instances. Elles sont plutôt en spectacle et ça met plutôt mal à l'aise et plutôt que ça réussit, ça produit quelque chose. Et puis, comment est-ce qu'on sort des silos des politiques publiques? Voilà. L'expérience de Territoire Zéro Chômeur, elle est assez intéressante parce qu'elle part du territoire. Alors, on est sur des échelles de territoire qui sont relativement petites. On pourrait peut-être les élargir à la taille de la commune, de la communauté de communes, mais pas beaucoup plus parce que sinon, on ressort dans nos vieux comités de pilotage public qui sont où finalement, on peut pas, il n'en sort rien. Mais voilà, mais comment est-ce qu'on arrive avec l'ensemble des acteurs politiques? Et je pense que voilà, les comités locaux qui gouvernent, qui font la gouvernance de l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur, elles peuvent permettre d'inspirer sur d'autres politiques, notamment les politiques alimentaires, puisque si on est sur la ramasse, notamment dans les supermarchés, si on est sur les logiques de circuit court, on a aussi des choses à inventer avec les producteurs locaux, avec les supermarchés, avec les acteurs de l'aide alimentaire. Donc voilà, la question à la fois du territoire et à la fois de cette gouvernance très partagée. Merci. On reçoit également un certain nombre de questions uniquement à l'écrit, donc je les transmets. Donc, première question, peut-on vivre avec 524 € par mois à Tours? Seconde question, faut-il s'attaquer en priorité à la lutte contre la pauvreté ou à la lutte contre les inégalités? Et je propose de donner la parole à Raph de l'association WebAsso sur la réserve civique, si vous voulez. Je ne sais pas où il est, on a plus de 150 personnes. Oui, bonjour, où elle est, c'est une fille, Raphaël Le. Bonsoir. Merci de me donner la parole et merci encore pour l'organisation de ce super débat. Effectivement, j'ai une question par rapport à la réserve civique qui a été donc développée par le gouvernement pour savoir, qu'est-ce que vous pensez de cette insertion, si on peut dire, du gouvernement dans les actions sociales portées par la société civile et les associations? Et deux, concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a permis d'avoir des nouveaux bénévoles? Et donc, est-ce que ça vous a aidé pendant cette crise? Et est-ce que les nouveaux bénévoles que vous avez pu recevoir, est-ce qu'ils sont pérennes dans l'organisation? Merci. Je vais redonner la parole à nos intervenants. Je rajoute une question qu'on vient de recevoir. La crise sanitaire que l'on vient de traverser place la lutte contre la pauvreté au cœur des priorités de notre société. C'est un peu la promesse sur l'invitation. On nous reformule la question, comment on s'y prend concrètement? Tommaso Vitale, tu veux te lancer? Merci beaucoup Benoît et merci à tout le monde. Je voulais faire deux petits commentaires. Le premier autour de la chose très importante que Agnès nous vient de dire sur la question des échelles, du bon réglage territorial, quel est le bon niveau à lequel faire et porter des actions. Moi, je pense que par rapport à ce qu'il disait aussi Daniel Verger, il ne faut jamais oublier l'importance qu'il y a en ce moment pour penser la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités qui va avec, l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'on a bien évidemment, là on parle de pauvreté très très urbaine, dans des contextes urbains très durs, et on a des politiques et des ressources qui viennent de l'État, mais pas seulement. Par exemple, face au réalisme qui est invoqué par Daniel Verger, que je partage complètement, on doit se dire qu'on retrouve exactement le même discours, le même positionnement, le même sens pratique et raisonnable dans tous les pays européens. Partout, la question de la régularisation se pose aujourd'hui. Il se pose encore avec comme des interlocuteurs soit des petits ajustements locaux, soit des campagnes nationales lorsque
la chose touche tous les pays européens. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est très important aussi par rapport à la question qui posait Christophe Perrin, c'est-à-dire quel type d'État, quel type d'institution publique on veut voir sur le terrain. Comment on peut se soutenir dans des sociétés locales à partir des institutions qu'on a en commun. C'est clair que pour éviter les effets silos dont parlait Agnès Touvenot, pour éviter la guerre entre pauvres ou la compétition entre publics dont Christophe Perrin parlait, la modalité de faire politique publique est fondamentale, pas seulement le contenu ou la quantité. Bien sûr, combien d'argent, combien de ressources il y a, c'est fondamental. Olivier Legros l'a déjà dit plusieurs fois. Mais c'est aussi important comment on fait des transferts d'argent et des ressources. Par exemple, qui doit prendre l'argent? Est-ce que ceux qui doivent bénéficier de l'argent pour les interventions d'émergence doivent être des organisations singulières sur des projets ou des coalitions d'acteurs? Car c'est très différent de dire que ce qui est financé est un pacte, une coalition, une alliance entre acteurs qui doit faire un programme en commun sur un territoire. Et alors, il y a les autorités sanitaires, les autorités scolaires, il y a les associations, les syndicats et les municipalités, et ils doivent trouver des programmes en commun. Aussi, par contre, c'est seulement la compétition des appels d'offres et l'un contre l'autre. C'est très important de penser que la modalité de faire politique publique, de transférer de l'argent, est importante ainsi que le contenu ou la quantité. Merci. Est-ce que quelqu'un a des éléments sur la réserve civique? Daniel Verger, je sais pas qui va parler. Voilà, peut-être j'étais en train de commencer à l'écrire, mais effectivement, beaucoup de bénévoles sont venus appuyer les associations par différents biais, en fait. La réserve civique a été l'un d'eux, pas forcément le plus important, mais ça a joué. Alors effectivement, on peut s'interroger sur la pertinence d'une initiative qui peut être considérée comme des pouvoirs publics. En même temps, de fait, ça a pu permettre à certaines personnes de trouver là un chemin pour contacter les associations, notamment dans des perspectives d'engagement nouveaux et souvent de court terme. Donc, je crois que ça peut être quand même parmi ces chemins nouveaux de mobilisation. Il est un peu trop tôt pour dire si ces bénévoles vont devenir pérennes ou pas. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu du bénévolat, c'est aussi un enjeu effectivement de fidélisation, dans une envie d'être solidaire avec une diversité d'engagements et souvent avec des engagements à la carte. Donc, on a aussi à trouver de nouvelles façons d'être en lien de solidarité avec des personnes qui ont peu de temps à donner, qui souhaitent pouvoir se consacrer à une activité sans forcément s'engager sur le long terme, mais qui ont beaucoup de compétences, là aussi, à partager. Et je dirais l'enjeu, c'est de pouvoir faire en sorte que pour chacun, on propose une façon d'être un peu plus solidaire, un peu plus engagé. Et puis, on verra ce que ça donne dans le long terme. Mais en tout cas, c'est ce travail d'animation de la solidarité latente, c'est vraiment une des tâches importantes des associations. Merci. Je propose de redonner la parole à Olivier Legros. Faut-il s'attaquer? Comment tenir de front lutte contre la pauvreté, lutte contre les inégalités? Deux, trois remarques aussi, parce qu'il y a un débat qui est très riche, plein de questions qui fusent et c'est vraiment très intéressant, plein d'exemples aussi qui sont développés dans les commentaires. Je reviens sur la question des 172 € à Tours ou ailleurs. Est-ce qu'on peut vivre avec 572 €? J'ai envie de dire que non, hein, mais dans les faits, il y a plein de gens qui vivent avec ça. Et ce qui me semble important, c'est de savoir comment ils font, hein, et ce n'est pas à moi de le dire, mais peut-être simplement de souligner que cette économie monétaire, hein, qu'on peut mesurer en volume financier, eh bien, elle s'articule avec des formes de dons, de solidarité, etc.
et que c'est sur cet ensemble que fonctionne l'économie et la vie des gens en situation précaire au quotidien. Ça, c'est la première chose. Donc, on doit avoir une vision un peu plus étendue pour bien comprendre comment ça fonctionne. Mais, non, on ne peut pas vivre avec 172 €, et heureusement que les gens y arrivent, mais en mobilisant d'autres sources. La deuxième chose, et j'ai envie de dire que cette somme, aussi modeste soit-elle, eh bien, elle est importante parce qu'elle permet justement d'activer les relations d'échange, de services, etc., dont on a parlé et qui sont fondamentales pour lutter au quotidien contre la pauvreté. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est plutôt pour répondre peut-être à Lydie, c'était que ni les personnes ou les citoyens, ni les associations n'ont à se substituer évidemment à l'État. Ça veut dire que c'est peut-être très important d'être dans le faire, et c'est fondamental d'être dans le concret, dans le faire, mais qu'il faut aussi lever le nez du guidon et s'engager en politique. S'engager en politique, c'est réussir à peser avec d'autres comme contre-pouvoir, et vous le montrez bien dans les différents exposés, et s'imposer comme contre-pouvoir et passer d'une certaine manière de la lutte contre la pauvreté, qui est une lutte ciblée sur les pauvres, à une lutte contre les inégalités, c'est-à-dire une lutte qui a aussi comme enjeu une répartition plus juste des richesses dans la société. Merci. Je crois que le temps est trop juste pour engager une deuxième tour de questions. Donc peut-être à ce stade, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire un petit tour de table rapide et de proposer à ceux et celles qui le souhaitent de dire un petit mot, aussi bien acteurs de terrain que les chercheurs. Donc on avait 8 intervenants. On vous a imposé un tempo très soutenu et très particulier. Est-ce qu'en guise de conclusion, d'ouverture, vous voulez dire quelque chose pour aller plus loin, pour se préparer à la rentrée de septembre? Fabrice? Deux choses, peut-être pas deux choses. J'en aurais tellement à dire, mais on passerait la nuit, mais ça sera intéressant. D'une part, de renouveler ce type d'action, parce que je trouve ça fort intéressant d'avoir autant de monde sur cette question-là et sur d'autres sans doute à venir, et d'avoir des points de vue complètement différents. Je ne partage pas tout ce qui a été dit. Je pense qu'il y aurait lieu à débattre sur pas mal de choses. Je voudrais quand même rendre hommage aux collectivités et aux mairies, parce qu'elles ont été présentes comme acteurs de terrain. Elles ont été là, et ça, j'y tiens fortement. Elles ont été là du début, elles sont encore là, et elles seront encore là. Vous parliez de l'aide alimentaire. Nous, sur notre petite commune, c'est presque, sur la période du Covid, plus de 10 000 à 12 000 € qui ont été engagés par le CCS sur l'aide alimentaire, sans compter les 2,5 tonnes qu'on a eu de la banque alimentaire. Et heureusement qu'ils sont là aussi. Et je voudrais encourager encore un peu plus les associations à travailler avec nous, parce qu'on ne pourra rien faire sans elles. Et je pense que d'avoir aussi un appui politique local comme nous, ça pourra faire avancer les choses. Et en tout cas, merci à tous et félicitations pour cette organisation. Merci beaucoup. Peut-être Daniel Verger, qui est notamment un membre actif du Pacte du pouvoir de vivre, qui vient de proposer 15 propositions concrètes. Oui, c'est vrai. Mais justement, dans cette période qui est devant nous, une période effectivement de grand danger au niveau social et économique, je crois très important de pouvoir renforcer, voire créer de nouvelles alliances entre acteurs sociaux, des organisations environnementales, des organisations de lutte contre la pauvreté, des syndicats, d'autres acteurs, organisés ou moins organisés d'ailleurs, mais qui puissent se mettre d'accord sur un certain nombre de propositions pour changer la donne. Alors, le Pacte du pouvoir de vivre est une de ces alliances, sans doute une des plus importantes. On a effectivement aujourd'hui une quinzaine de propositions pour la période actuelle, la période du déconfinement et de l'été. D'autres vont venir. Beaucoup de nos organisations réfléchissent aussi à cette période qui nous amènera dans les années prochaines à tenter de reconstruire quelque chose de positif. Mais peut-être qu'il faut aussi être encore plus audacieux et inventer de nouveaux regroupements plus larges. En tout cas, faire en sorte que effectivement, on se lance en politique, non pas dans l'aspect partisan, mais dans l'aspect oser être acteur de changement social au niveau local, comme au niveau national et au niveau international.
Merci beaucoup. Je propose de donner la parole à Agnès Touvenot, de Villeurbanne. Oui, peut-être pour faire écho aux propos de Daniel Verger sur cette nouvelle alliance, profiter aussi des nouveaux élus qui ont été élus là, ces dernières semaines ou dimanche soir dernièrement, pour justement faire cette alliance et peut-être inviter les associations à aller interpeller, c'est vrai, les élus, mais aussi comme des partenaires et pas donc avec cette juste place à la fois de poil à gratter, hein, et on a besoin les élus d'avoir ces vigies, vos vigies et votre expertise, mais aussi comment est-ce qu'on contribue ensemble à la fabrique des politiques publiques. Et puis la place des personnes concernées, on n'y arrive pas aujourd'hui. C'est pas du tout satisfaisant toutes les instances qu'on crée. Et je crois qu'on a vraiment un enjeu à ce que les personnes concernées soient vraiment au cœur et que elles soient pas simplement représentées par les associations, parce qu'on est encore trop souvent à côté de la plaque et les décisions qu'on prenne, elles sont pas ajustées vraiment aux besoins des personnes. Merci. Olivier, je sens qu'il est prêt à dire un petit mot. Et le micro, si tu veux bien l'ouvrir. Oui, moi je retiens plusieurs choses de ce qui se dit. D'abord, c'est jamais oublier que l'État social, c'est ce qui reste quand tout le reste est en berne, quand l'économie officielle tombe, quand les activités informelles s'arrêtent. L'État social, c'est la seule, ça reste le nerf de la guerre, hein, le nerf de la guerre et pour être plus clair, le nerf de la guerre contre la pauvreté. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble fondamental de rappeler cette chose-là. La deuxième chose que je voudrais peut-être souligner, c'est l'importance, et toutes les communications le montrent, l'importance des dispositifs locaux de protection sociale, des dispositifs locaux de protection sociale et de lutte contre la pauvreté. C'est quoi ces dispositifs ? Ce ne sont pas que les pouvoirs publics, mais c'est aussi les pouvoirs publics, Agnès a raison de le souligner, puis que Fabrice aussi, hein, mais c'est la combinaison, donc combinaison entre trois catégories d'acteurs, des acteurs institutionnels, des acteurs associatifs qui forment la société civile et les gens, hein, et les gens qui sont en situation précaire, hein, qui font partie d'une certaine manière des acteurs du terrain, hein, qui est tout le monde qui se trouve et qui se rencontre là, et qui jouent un rôle primordial. Dans quoi ? D'abord, eh bien, dans l'identification des gens qui sont en difficulté et qu'on ne voit pas, hein, et ceux qui ne recourent pas, etc. La deuxième chose, dans l'action immédiate, dans l'urgence, hein, et tout ça se prépare évidemment en anticipant. C'est toute la question de la coordination que vous pesez à différents moments. Troisième chose que je voudrais peut-être souligner, c'est quand même la dimension politique de la lutte contre la pauvreté. Et je crois que là, il faut être très clair, on est dans des rapports de force. Mais attention, des rapports de force, ça ne veut pas dire qu'on va vers l'affrontement toujours frontal, non. C'est des choses plus subtiles. Il y a des négociations, il y a des pressions, hein, mais tout ça reste fondamental, je pense, dans l'avancement de la lutte contre la pauvreté qui, de mon point de vue, doit s'inscrire dans une lutte contre les inégalités. Voilà. Merci. Tommaso Vitale. Oui, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Je vois un peu en filigrane une grande question. Les Anglais disent the elephant in the room. C'est aussi la question des jeunes dans notre discours. Donc, on a vu pendant le confinement que les organisations ont été capables de s'ouvrir à des bénévoles plus jeunes, beaucoup plus jeunes que d'habitude. Et ça a amené à des grandes différences. On a vu dans les mairies et dans les municipalités que les mairies et les municipalités ont été capables de dialoguer avec les jeunes à partir de l'urgence d'une façon différente par rapport aux modalités ordinaires. Et on a vu que les jeunes, aujourd'hui, posent deux questions très importantes. Première chose, ils disent très clairement qu'ils sont les plus affectés par les problèmes de pauvreté. C'est-à-dire, plus on est jeune, plus le risque de tomber en pauvreté est fort. Et deuxième chose, ils posent des questions qui ne sont pas seulement d'inégalité, mais aussi de discrimination. Ils disent, vous savez, la logique du tri et de la sélection est un peu trop inégalitaire, et que des questions de racisme, des questions de stigmatisation pèsent sur notre corps.
et les jeunes retrouvent des formes de solidarité plus fortes dans des combats différents et mélangent les combats. Je trouve que c'est important que c'est resté un peu en filigrane. On est dans un moment très, très délicat en France, en Europe, aux États-Unis, et la capacité des jeunes, mais aussi la capacité des institutions locales et des organisations de rentrer en dialogue avec les jeunes sur des combats importants de justice, ça me semble essentiel comme petite pièce à ajouter. Merci beaucoup. Personnellement, je commence à me sentir un peu plus à l'aise, donc c'est très frustrant d'arrêter maintenant. Et on voit qu'il y a plus d'une centaine de personnes, 120 personnes qui ont quand même suivi là, pendant 1h30, et on se dit que ce serait dommage d'arrêter maintenant. Donc on ne va pas faire 2 jours, 2 nuits de boulot, mais je pense qu'on va se permettre de garder vos contacts, tout d'abord pour vous remercier, mais aussi peut-être vous proposer autre chose en septembre, parce que notre sujet est éminemment un sujet d'actualité. Et ce serait dommage d'en rester là. Pour information, donc, cette dynamique s'instaure, a été initiée par Enainer, ça fait l'objet d'un colloque à Sciences Po. Par la suite, en septembre dernier, on a adressé un courrier au président de la République. Donc, on essaye d'associer notre propos à la revue Projet, c'est comprendre pour agir. Je sais que les représentants de la fac de Tours, Montpellier, Paris, c'est aussi le souci, trouver la bonne distance. Et donc, ça, pour nous, c'est important. Et merci aux représentants associatifs, merci à ceux et celles qui ont participé aussi, d'essayer de concilier les deux. Et donc, on va réfléchir, le petit comité, là, pour voir ce qu'on peut proposer en septembre, si c'est un rendez-vous plus régulier. Ce webinaire nous paraît important parce qu'il contribue au débat en cours sur la lutte contre la pauvreté en examinant le jeu des acteurs. Ce n'est pas une mince affaire. Donc, merci encore aux intervenants, à vous d'avoir été fidèles. Un merci particulier à Sciences Po de nous avoir permis d'organiser ce webinaire et aux co-organisateurs, la faculté de Tours et de Montpellier. Au niveau de la revue Projet, si vous le souhaitez, on va vous donner le lien. Vous pouvez recevoir à titre gratuit le dossier en question. La plupart des intervenants ont écrit un papier des intervenants de ce webinaire ont écrit un papier dans le dossier.